Bonjour à tous. Nous sommes ici donc réunis en version abstraite et numérique, mais nous tenions à pouvoir recommencer ce cycle de conférences Un restaurateur, une œuvre qui existe depuis 2019 et qui ont été annulées en 2020. Donc, le programme tel qu'il avait été pensé en 2020 est à peu près reproduit, ou en tout cas reproduit en partie et renouvelé pour cette année 2021. Donc, c'est un cycle de conférences qui s'étale sur les prochains mois jusqu'à l'été, avec un nouveau programme qui se poursuivra en automne. Ces conférences ont pour but de vous présenter à travers un exemple présenté par un restaurateur ou une restauratrice d'un traitement de restauration, de la diversité des spécialités de la restauration, des problématiques auxquelles sont confrontés les restaurateurs et aussi des résultats, des découvertes que l'on peut faire à travers ce travail qui est un travail de collaboration entre les restaurateurs, les responsables d'œuvres et les scientifiques de la conservation aussi. Ce soir, nous accueillons Amélie Métivier, restauratrice du domaine de sculpture, qui travaille depuis 20 ans dans cette discipline et qui va vous présenter la restauration d'un coffret de la Banque de France. Donc, un objet particulier en cela qu'il associe à la fois les caractéristiques d'objets techniques, d'objets d'usage usuel, on pourrait dire, et parce qu'il est peint, des aspects aussi d'œuvres décorées, donc d'œuvres d'art, de supports de peinture et de couches picturales. C'est un de ces objets qui a de multiples facettes, qui demande des collaborations multiples entre spécialités de la restauration, mais aussi qui pose des questions de valeur et de réfléchir aux valeurs de l'objet pour aller vers un sujet un choix de restauration pertinent par rapport à ce que porte l'œuvre de valeurs historiques, de valeurs sur l'histoire des techniques, sur la connaissance des matériaux et aussi sur la partie picturale les valeurs esthétiques de ces objets. Je laisse donc la parole à Amélie Métivier en vous souhaitant de belles découvertes lors de cette conférence. Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation d'un projet de restauration d'un objet singulier dans un lieu pas comme les autres. Donc tout d'abord les personnages. Moi je suis conservatrice restauratrice de sculpture. Je suis spécialisée dans la pierre, le bois, le plâtre et le bronze historique. Et j'ai déjà travaillé pour la Banque de France, notamment sur cette maquette en plâtre des bâtiments anciens du siège, mais également sur des bustes en marbre, comme à gauche le buste du comte de Toulouse, propriétaire de l'hôtel qui abrite le siège de la Banque de France, ou le buste du comte d'Argout, qui est un ancien gouverneur. Donc à cette occasion, j'ai fait la connaissance de Gilles Lepoutre et Michel Millet, qui sont ébénistes restaurateurs à la Banque. Et quelques années après, je suis contactée par monsieur Serge Monet, serrurier, au sujet de ce coffre, dont il a, me dit-il au téléphone, refait la clé, déchiffré le mécanisme. Il m'indique également qu'il a trouvé un doreur pour les éléments en bronze doré et il cherche un interlocuteur pour la peinture. Et c'est donc sur cette présentation qu'il me propose de venir voir l'objet. Alors, avant d'aller plus loin dans la compréhension de cet objet, il faut parler des lieux. Donc, dans un premier temps, je ne suis pas très étonnée de trouver à la Banque de France la maquette du siège, des bustes d'anciens gouverneurs ou du propriétaire de l'hôtel, et évidemment encore moins un coffre-fort. Mais au cours d'une visite proposée par Michel et Gilles, je réalise que le patrimoine de la Banque de France va au-delà de ce corpus, puisqu'il nous propose d'aller visiter les appartements. Et je réalise donc qu'il y a quelque chose d'assez particulier avec ce patrimoine. Il y a un service qui est dédié, qui en a la charge. Et donc, j'en rencontre certains membres au cours de mes travaux.
Mais je me rends bien compte que les collections, elles sont importantes et très riches. Donc, j'ai interrogé M. Manas, qui est le chef du service du patrimoine et des archives, sur l'origine du patrimoine de la banque. Donc, nous sommes remontés aux origines de la banque pour comprendre. Elle est créée sous le consulat et c'est une banque privée avec des actionnaires. En 1806, l'empereur nomme un gouverneur qui sera logé dans le palais de la banque et 2 sous-gouverneurs. Le gouverneur prête serment et c'est considéré comme la première nationalisation. En 1808, la banque s'installe dans l'hôtel de la Brière qui avait été confisqué au fils du comte de Toulouse. Dans cet hôtel de la Brière, il y a évidemment cette galerie extraordinaire, la galerie de Rue. Donc, à ce moment-là, la monnaie, c'est le franc germinal avec un rapport fixe entre le taux de l'or et de l'argent et les nouveaux billets. Donc, la Banque de France se développe et ouvre des succursales. Mais en 1914, la convertibilité est suspendue. Il n'y a donc plus de circulation d'or. Mais comme la Banque de France continue à émettre des billets contre des emprunts d'État, ce système n'intègre pas l'inflation. C'est alors en 1921 que la banque se tourne vers d'autres ressources susceptibles de constituer de l'actif en remplacement de l'or qui ne rentre plus et commence à acheter de l'immobilier, non pas dans une logique patrimoniale, mais dans une logique financière. Et c'est comme ça que des bâtiments, mais aussi des pâtés de maison entiers sont achetés, de l'immobilier, mais également des objets d'art. Et c'est à ce moment-là qu'est acheté le coffre à un antiquaire. Il se trouve que c'est aussi la période où le grand siècle était à la mode et la banque achète du mobilier. Je vous ai montré les baromètres et le thermomètre Boulle, des tableaux, y compris de l'art contemporain, puisqu'ils sont propriétaires d'une œuvre de Picabia. Et ces achats sont conseillés par l'architecte de la banque, Alphonse Defras, qui fait construire la fameuse souterraine où est conservé l'or. Il y a donc un service qui s'occupe de l'immobilier et par extension des objets qui le composent. Ainsi, les 2 tableaux de Boucher qui ont été retrouvés dans l'hôtel du comte de Toulouse ne sont pas portés à l'actif en tant que tel, mais comme élément du bâtiment. La stabilisation du franc sous Poincaré met fin à cette politique d'acquisition puisque le système d'échange est rétabli, même s'il ne se fonde plus sur l'or. Donc, les acquisitions ne s'arrêtent pas complètement, on va en reparler tout de suite, mais en tout cas, elles ne remplissent plus le rôle qu'elles avaient au départ. Donc, dans ce service en charge de l'immobilier, on trouve un certain nombre d'agents opérationnels, donc notamment des ébénistes restaurateurs, des serruriers, et il y a même un restaurateur de tableaux. Et en réalité, le patrimoine de la banque est plus étendu que les objets immobiliers puisqu'il renferme également des archives qui, avec la nationalisation d'après-guerre, deviennent des archives publiques et donc tombent sous le coup du Code du patrimoine. Elle renferme également une collection de numismatiques puisque la banque sortait du circuit les plus belles pièces de monnaie et il s'agit de la 6e ou 7e collection en France. Il s'agit également de la plus ancienne banque nationale après la Banque d'Angleterre qui, elle, n'a pas conservé son imprimerie. Et aujourd'hui, bien que moins dense, la politique d'achat continue dans la lignée des recommandations de la Cour des comptes, à savoir que les achats doivent être en lien avec l'histoire de l'institution ou des lieux et des hommes. Ainsi, tout ce qui a trait à Louis Philippot de la Vrière, donc le propriétaire avant le comte de Toulouse, notamment là avec cet achat du portrait de Louis XIII dont il était le ministre par Philippe de Champaigne, donc acheté par la Banque de France et en dépôt au musée de Grenoble. C'est donc à la fois un patrimoine important et historique dans une institution dont, a priori, ce n'est pas la vocation première. Donc, pour en revenir à notre coffre, acheté en 1921 au tout début de la politique d'acquisition de la banque, il décorait le bureau du secrétaire général entre 1925 et 1969. Donc, vous le voyez, il est là, d'après les photos en C. Donc, M. Serge Monet me reçoit et me dévoile les secrets de la serrure. Donc, la clé avait été perdue au XIXe siècle et surtout, dans un premier temps, aucun trou de serrure n'était apparent. En somme, les serruriers de la Banque de France ont dû crocheter le coffre. M. Monet a réussi à refaire une clé et à décryper le système. Donc, ce système, ça commence en haut à gauche de la diapositive. Il faut d'abord appuyer sur cette rosace. Ensuite, déplacer ce petit rameau d'olivier qui est mobile. Donc ça permet de déverrouiller cette rosace ici qui masquait l'obturateur et donc qui
pivote pour pouvoir libérer l'entrée du trou de la serrure. Mais on ne peut encore pas introduire la clé. Il faut alors ensuite appuyer sur la rosace centrale du bas, puis celle de gauche et enfin celle de droite pour enfin pouvoir introduire la clé et ouvrir le coffre. Or, ce système ne fonctionnait plus. Vous voyez ici, ça c'est la rosace du milieu, elle a été immobilisée par des vis à une date inconnue. Ce sera donc le travail de M. Monet que de remettre en état le système de sécurisation. Donc, je constate qu'il y a des parties peintes, ce sont les parties en verre que vous voyez là, mais aussi des parties en acier, et je découvrirai plus tard des parties en bronze patiné. Et la première idée qui me traverse l'esprit, c'est qu'il faut considérer cet objet comme un ensemble, ne pas le traiter séparément chaque partie sans les relier les unes aux autres. Il y a la question de la peinture, certes, mais il y a aussi celle des éléments décoratifs, mais également la question des portes, etc. Donc, et au-delà de l'idée de son aspect, puisque c'est la première chose qui saute un peu aux yeux, il y a aussi la question de sa conservation et que c'est cet ensemble de choses qu'il faut considérer. Parce que la première question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que les éléments étaient vraiment dorés? Il se trouve que je viens de terminer de travailler au sein d'une équipe mandatée par Nicolas Imbert sur les lustres de la synagogue de la rue de la Victoire, où le laiton verni avait été identifié comme un bronze doré. Donc, il me semble qu'il faut quand même un peu vérifier. Donc, je propose de réaliser une petite étude préalable qui prenne en compte l'ensemble des différentes parties du coffre. En tout état de cause, mes compétences en restauration de bronze ne me semblent pas suffisantes. Je demande donc à une restauratrice dont c'est l'unique spécialité, formée à l'INP, Anne-Marie Geffroy, de m'épauler. Et c'est elle qui me propose de demander à un laboratoire d'analyse un devis pour une microfluorescence X, c'est-à-dire une analyse non destructive et portable et qui nous permettra de détecter la présence d'or sur les éléments en bronze. Donc, nous le rajoutons au devis d'étude et nous prévoyons une étude technique, le démontage de quelques éléments pour les nettoyages, des sondages stratigraphiques dans la peinture pour identifier la succession des mises en couleur du corps central et surtout la couleur originale. Mais avant toute chose, comme disait Albert Camus, il faut nommer les choses. Nous déterminons donc 3 zones principales, la corniche, le corps central et le piétement. Et ça, c'est juste pour pouvoir se repérer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va pouvoir signaler une intervention sur un élément, on saura exactement de quoi on parle. On s'est donc inspiré de la terminologie des meubles et de l'architecture. Certains éléments décoratifs sont assez classiques, comme les frises de perles, les frises d'ove, par exemple. Ensuite, il faut donc nommer ces éléments décoratifs. Et puis, un petit commentaire sur l'iconographie. Vous voyez que le motif des portes est composé d'un trophée central qui se trouve donc ici, orné d'un caducée, de 3 cornes d'abondance qui évoquent l'allégorie Virtuti Fortuna Comes, c'est-à-dire la valeur va de pair avec la bonne fortune. Une tête de lion qui pourrait, d'après les spécialistes, évoquer la ville de Lyon. Et enfin, des symboles nautiques dans la partie basse avec un gouvernail ici et 2 poissons qui se trouvent là. Donc, peut-être le coffre fort d'un commerçant de Lyon ou pas, en tout cas de commerce maritime. Le coffre est daté de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. C'est en tout cas les conclusions auxquelles sont arrivés M. Manas et les experts consultés. Donc, nous avons procédé, grâce à l'aide de M. Monet, au démontage du mécanisme de la porte, ainsi que, donc ça c'est la serrure, et accéder à l'intérieur des portes par le démontage des 2 vantaux. Vous voyez ce système donc, qui est constitué de fer plat. Vous voyez la rosace centrale sur laquelle il fallait appuyer ici. En fait, elle commande ce fer plat. C'est des fers qui sont fixés par des vis libres et se produit un système de déplacement qui permettent de déverrouiller le système de la serrure. Donc, l'étude, en fait, elle sert à avoir une connaissance fine de tous les paramètres engagés dans la compréhension
de l'état de conservation, mais évidemment, c'est ça qui est intéressant, elle permet de comprendre et de documenter la technique. Ce qui ressort, c'est que ce coffre a déjà été démonté à plusieurs reprises et on se rend compte que les remontages n'ont pas toujours tenu compte du système de repérage. Ces petits poinçons servent de numérotation pour pouvoir repérer à quel endroit va quelle rosace, puisque tous les éléments dorés se démontent, toutes les frises végétales, les motifs, le caducée, etc., se démontent. Et donc, le système de fixation original, ce sont ces écrous, manifestement de fabrication artisanale, avec une forme plus ou moins octogonale ou carrée dans certains cas. Alors, non seulement au cours des remontages, les éléments ont pu être remontés à une place différente de leur repérage, mais on voit qu'il y a aussi plusieurs systèmes de repérage qui ont été utilisés. Donc, il y a plusieurs campagnes de poinçons qu'on trouve au niveau, au revers des motifs, et qui indiquent que le système de repérage a pu changer. Et en termes de technique, si on observe le revers, on se rend compte qu'au niveau de la dorure, on a une petite lisière un petit peu tremblée qui semble évoquer la technique de la dorure au mercure. Donc voilà un autre exemple de rosace avec un écrou qui, lui, du coup, par rapport à l'autre, est vraiment de section carrée. Et ici, une vue un peu plus rapprochée des poinçons qui servaient de repérage. Et donc ça, ce sont les frises qui se trouvent à l'intérieur qui encadrent le motif doré de la porte, et elles sont toutes en plusieurs parties. Donc vous voyez, ça c'est une tige filetée qui vient se visser dans l'autre élément de manière à reconstituer une frise qui fait la hauteur de la porte, mais qui sont en réalité en plusieurs parties et qui portent également des systèmes de repérage pour qu'on sache quelle partie est vissée sur quelle autre. Et l'accès au revers nous permet également de noter des informations intéressantes sur la mise en œuvre, puisqu'en fonction de la technique de fonte, on va avoir un revers de bronze qui sera différent. Et donc ici, on reconnaît probablement la technique de la fonte au sable. Donc, les analyses ont ensuite été menées. La fluorescence X, ça signifie qu'on choisit un point de matière et qu'on le bombarde de rayons X, mais de manière très, très locale. Du coup, la matière répond en réémettant des rayons X sous forme d'un spectre, et ces spectres sont caractéristiques des éléments constitutifs. Donc, on a plusieurs alliages. Le coffre lui-même est en alliage ferreux. Mais les doucines, c'est-à-dire ces parties-là, ici et là, sont en bronze patiné, ce dont on avait eu le premier soupçon en dégageant la peinture, vous le verrez sur un cliché un peu plus loin, mais ça a été confirmé évidemment par l'analyse. De l'or a bien été détecté dans les creux, il a disparu de certains reliefs, mais il est assez intéressant de noter que les analyses n'ont détecté aucune trace de mercure. Mais cela peut signifier que les quantités sont inférieures au seuil détectable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir tirer une véritable conclusion, il faut croiser plusieurs informations, c'est-à-dire l'observation technique, l'analyse éventuellement, mais qu'il faut vraiment réunir ces aspects-là pour avoir une idée proche de la réalité. Et en cela, le regard du doreur est très important aussi. Donc ensuite, des sondages sont réalisés dans la peinture, c'est-à-dire qu'on gratte avec un scalpel et une lame les différentes couches sous grossissement de manière à retrouver les différentes colorations. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, c'est l'alliage ferreux. Ici, c'est la première couche, la deuxième et la troisième. Et notez bien cette petite bande jaune qui est en fait un liseré doré qu'on retrouve ici. De l'autre côté, on le verra, sa position sur le schéma général. On va en reparler. Donc, ces sondages, ils sont réalisés dans la peinture pour comprendre la chronologie. Et donc, on a une succession de verres avec un niveau, celui-ci, qui correspond à un état très altéré de la peinture en dessous. Donc, on trouve dans les lacunes un mastic,
c'est-à-dire un bouchage qui semble brun, qui semble huileux et qui est surtout très craquelé. Alors, voilà, ici, le dégagement sur les doucines dont je vous ai parlé. Donc, on a eu la grande surprise de ne pas retrouver des couches de verre, mais cette coloration marron et en dessous l'alliage. Donc, on avait imaginé que c'était du bronze patiné. Ici, sur le plat, sous la frise Dove, très surpris de tomber directement sur le métal. Donc là, pas tout à fait la même histoire à cet endroit-là, et ainsi de suite sur toutes les zones pour essayer de comprendre. Voilà. Et là, c'est l'intérieur du coffre, donc sous le gris qu'ils appellent le gris fiché, qui est donc le gris très, très caractéristique des coffres à la banque. Donc, on a un problème de stabilisation du système de fixation. Vous voyez ici, c'est pour la rosace qui entre en jeu dans le système de sécurisation. Ici, des fixations beaucoup plus récentes, donc au fur et à mesure des démontages, il y a eu des remplacements vis. Et ici, une petite feuille refaite. On voit très bien que ça n'a pas du tout la même vigueur et le nid que les feuilles. La problématique principale de la conservation sur ce coffre, c'est notamment l'oxydation, qui affecte aussi bien les éléments internes, c'est-à-dire les fers plats du mécanisme de sécurisation, qu'externes, c'est-à-dire les éléments décoratifs. Et en fait, on peut aussi attribuer, alors la question de l'oxydation, c'est évidemment le climat, mais également les anciens traitements d'entretien. C'est-à-dire que si on regarde un peu en lumière rasante, on voit qu'il y a des traces d'essuyage. Donc, typiquement, il s'agit de produits d'entretien passés à la surface et qui ne sont pas toujours très bien rincés et qui, du coup, comme ils contiennent des produits, continuent à évoluer et à créer des zones d'oxydation. Donc, on voit bien le contour des motifs quasiment en relief et ça, ce ne sont que soit des dépôts d'oxydation, soit des restes de produits d'entretien. Les essais de nettoyage montrent qu'on arrive à retrouver une bonne lisibilité des motifs, mais évidemment, l'effet décoratif est insuffisant sur les motifs sur lesquels la dorure est usée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la frise Dove et non plus de cette frise de grec. Vous voyez qu'on a un aspect complètement différent avec quelque chose qui s'apparente véritablement à un vernis. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Manas m'a indiqué que les experts avaient considéré que cette frise de grec a probablement été rajoutée sur le coffre. C'est-à-dire que son vocabulaire décoratif n'est pas complètement compatible avec le reste. Et quand il m'a expliqué ça, ça m'a paru tout à fait logique, puisque nous-mêmes, on avait constaté qu'il n'y avait pas du tout le même aspect. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que nous, on l'a noté en se disant, tiens, c'est pas pareil. Et c'est quand l'expert dit, bah, probablement, c'est pas original, ça vient corroborer, en fait, ou plus exactement, nos observations viennent corroborer l'avis de l'expert d'histoire de l'art ou d'histoire des coffres. Voilà. Et donc, à la fin de l'étude, on aboutit à une restitution de ce qu'on considère comme l'état original, ou en tout cas l'état le plus ancien. Et donc, vous voyez ici le petit liseré doré, qui est en fait une erreur. C'est-à-dire que pendant le travail, on s'est rendu compte que notre stratigraphie de la peinture n'était pas complètement juste et qu'on avait raté un niveau, tout simplement parce que l'endroit où on a fait notre fenêtre, il était probablement pas conservé. Mais on aura l'occasion de le voir un peu plus tard. Et à ce stade-là de l'étude, il faut formuler une proposition de traitement. Concernant la peinture, il n'est pas vraiment envisageable de dégager les couches de peinture, c'est-à-dire enlever tous les verres qui sont postérieurs au premier pour revenir à ce premier, pour des questions à la fois de faisabilité, de coût et surtout d'aspect de la peinture après traitement, parce qu'un dégagement, ça met au jour une peinture qui est généralement assez usée, qui du coup risque de ne plus remplir son rôle de protection de l'alliage, qui est un alliage ferreux, donc parmi les alliages les plus réactifs. Et la dimension décorative du coffre est très importante, donc on ne pourrait pas se contenter d'un aspect irrégulier ou usé de la peinture. Et par ailleurs, cet aspect serait complètement discordant avec la question de la redorure des éléments.
Donc, généralement, dans ce type de cas, on procède à un décapage complet de la peinture pour remettre en peinture en restituant la couleur originale. Mais dans ce cas, M. Manas me propose de ne pas décaper complètement pour conserver la peinture originale en dessous et de repeindre finalement par-dessus après avoir été certain de trouver un support suffisamment sain pour qu'on puisse faire une peinture qui rende justice à l'aspect décoratif de ce coffre. Et cette option m'a paru tout à fait intéressante parce que d'abord, les techniques de dégagement évolueront certainement et que peut-être un jour, on pourra revenir à la vraie peinture sans qu'elle ait l'air usée et ça permet de la conserver en dessous. Donc, au stade de nos conclusions, nous n'avions pas encore envisagé ce process, cette façon de faire, mais il a suffi de proposer un devis de traitement avec une phase complémentaire d'étude en début de travail pour pouvoir bien finaliser la proposition. Donc, cette étude, elle a été rendue en février 2016 et nous avons fait un devis qui a été accepté pour la restauration du coffre. Et dans le même temps, M. Gaël Deville, donc restaurateur d'objets d'art et bronzier, a été sollicité pour la redorure des éléments. Mais les deux interventions se sont déroulées évidemment en concertation, puisque nous étions chargés du démontage, donc forcément du repérage des éléments pour pouvoir les remettre à la place où on les avait trouvés, tout simplement parce qu'on a souhaité faire un traitement de protection à la fois contre la poussière pour faciliter l'entretien et aussi contre la corrosion de l'ensemble. Donc, il était important qu'on puisse terminer le traitement après le remontage des éléments. Donc, ce travail, il a duré 5 mois, pas forcément en continu. Michel et Gilles nous ont fait de la place dans l'annexe des ateliers d'ébénisterie et il faut dire qu'une fois que les portes, les étagères et les éléments décoratifs sont démontés, ça prend une certaine place au sol. Les éléments ont donc été démontés, numérotés, en conservant les éléments de fixation avec nous, avec un système de repérage pour être certain de remettre les bons éléments de fixation sur les bons motifs, et classés par caisse avant de transport chez le doreur. Ce qui est important aussi, c'est que ces informations, elles vont venir grossir le corpus de connaissances sur ces sujets, surtout sur des objets aussi peu fréquents que les coffres forts de la Banque de France et les coffres avec des éléments dorés. Donc, l'intérêt, c'est dans le rapport de restauration, c'est d'avoir toute cette documentation accessible pour les chercheurs et pour les futures études sur les techniques décoratives des bronzes dorés et sur les techniques des coffres forts. Voilà. Donc, un petit détail ici des éléments avec notre système de repérage, numérotation des portes et numérotation des éléments, et puis conditionnement dans des caisses pour partir. Voilà. Donc, voilà notre peinture. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le verre que nous avions imprudemment considéré comme le verre original avec son liseré doré, et en fait, il y a une autre couche verte en dessous, plus ancienne, sans liseré. On en a ouvert à plusieurs endroits pour être certain de restituer vraiment celui de l'état original. Et alors, ensuite, la question, c'est quelle peinture et surtout comment retrouver la teinte. Donc, en ce qui concerne la famille chimique, traditionnellement sur le métal, on utilise une peinture glycérophthalique ou polyuréthane qui ont une bonne adhérence et une bonne solidité pour protéger le métal. Mais on ne souhaitait pas avoir recours à ces peintures-là parce qu'elles sont très brillantes et qu'on pensait qu'une peinture brillante à côté des éléments redorés, on allait avoir un effet un peu trop fort en termes de brillance. Donc, on cherchait une peinture mate. Donc, moi, j'avais entendu parler de peinture acrylique microporeuse conçue pour l'extérieur. Et en faisant une rapide recherche sur Internet, je suis tombée sur une société, Reka, qui formule des acryliques microporeuses, mais pas seulement. Et donc, en les contactant et en parlant à un technicien, je lui ai expliqué quelle était ma problématique, c'est que je voulais trouver une peinture suffisamment adhérente et solide pour protéger un alliage, qui était certes conservé en intérieur, mais qui était un alliage ferreux, donc assez réactif, mais surtout une peinture mate. Et du coup, il m'a proposé une peinture monocomposante à base de résine polyuréthane et acrylique.
Et surtout, il y avait la possibilité de formuler n'importe quelle teinte à partir d'un échantillon. J'ai donc ouvert ma fenêtre sur le coffre, réalisé des échantillons avec de l'acrylique, jusqu'à ce que je trouve la teinte qui se rapproche le plus, voire qui soit identique. Et ensuite, j'ai pu appliquer cette recette de peinture sur un échantillon en carton. Je l'ai envoyé chez Reka et donc, il a été possible de commander la peinture à cette couleur. Il fallait ensuite préparer le support. Du coup, j'ai demandé conseil à une restauratrice de peinture, Marie-Noëlle Laurent, qui a l'habitude de travailler sur le métal peint. Donc, avec différents solvants, elle a mis en œuvre un dégagement des verres supérieurs. Et en fait, là, ce que vous voyez ici, en partie haute, le verre mastic dont je parlais tout à l'heure, donc brun, probablement huileux et assez craquelé. Ici, c'est l'avant-dernier verre et là, c'est le dernier verre. Donc, il a été possible, avec un solvant, l'éthanol en l'occurrence, de redescendre à ce niveau-là, d'enlever les vieux mastiques craquelés, de les refaire et de pouvoir appliquer la peinture sur l'ensemble à partir d'un support sain et lisse. Et concernant ces mastiques, il a fallu les remplacer. Et il fallait qu'ils soient suffisamment adhérents, donc directement sur le métal, puisque c'est la couche la plus ancienne. Alors, d'une manière générale, sauf exception, par exemple dans le cas d'une peinture, on préfère fabriquer nous-mêmes nos propres produits afin de savoir ce qu'il y a exactement dedans, et ce qui permet de vérifier la compatibilité des composants avec les matériaux de l'œuvre, et par ailleurs d'assurer la réversibilité des produits que l'on utilise, ce qui est une valeur essentielle dans les choix que nous faisons de traitement de conservation-restauration. Donc, dans ce cas-là, nous avons choisi de formuler un mastic avec une résine acrylique en suspension dans l'eau, mais diluée à 50% dans l'éthanol, pour donc minimiser l'apport d'eau sur l'alliage, chargé avec du carbonate de calcium. Donc, ce mastic, il est appliqué au pinceau et ensuite, il est poncé après séchage très finement pour éviter toute différence de niveau de texture entre la peinture verte qui protège la peinture originale et le mastic. Le nettoyage des éléments en acier poli et en acier. Donc, pour nettoyer ces surfaces, il a fallu d'abord dégraisser White Spirit et ensuite tous les dépôts de corrosion et les restes de produits d'entretien sont éliminés mécaniquement à la brossette en acier de formes différentes, donc pinceau ou forme ronde, montés sur micromoteur et ensuite avec des tampons abrasifs de plus en plus fins. Et pour donner une idée, le tampon micromèche 3600 qui est utilisé en dernier lieu présente une granulométrie de 8 microns. Voilà. Et les surfaces ont été ensuite protégées par application à chaud d'une couche de cire microcristalline. C'est une cire synthétique qui ne se ramollit pas lorsque les températures sont élevées, puisque sa température de transition vitreuse est de 80 degrés. Et la couche de cire a ensuite été lustrée après séchage au chiffon doux. Après dégagement de la peinture sur les doucines, on se rend compte que la patine du bronze est très lacunaire. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est la couleur du bronze nu. Et ici, la couleur du bronze patiné. Donc, ce sont des patines chimiques, c'est-à-dire que ce revêtement brun est obtenu par attaque chimique du métal. Donc, on a choisi de retoucher ces lacunes avec une retouche plutôt qu'une patine chimique, justement pour ne pas attaquer le métal et aussi pour que ça reste réversible, donc avec un pigment et une résine acrylique. Ici, les opérations donc, de décapage de peinture à l'intérieur du coffre et de dégagement sur l'extérieur. Et le coffre a ensuite été repeint avec cette peinture Larécatane appliquée au rouleau à laquer pour obtenir une peinture qui soit bien tendue. Et ensuite, les éléments de retour de chez Monsieur Delisle ont été remontés à leur place avec l'ensemble des fixations démontées, sauf bien sûr ceux qui devaient rester mobiles. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir le coffre, comme l'ensemble des appartements et la galerie dorée lors des journées du patrimoine. Donc ici, des détails de restauration. Vous pouvez trouver sur Internet une vidéo tournée lors d'une précédente session des journées du patrimoine qui montre la combinaison pour l'ouverture.
Et à cette occasion, un jeu de piste est organisé pour les enfants qui se termine par la découverte de chocolat en forme de billet dans le double fond du coffre qui se trouve ici. C'est le deuxième secret du coffre à secret, c'est que cette trappe-là, en fait, s'ouvre pour libérer un espace à l'intérieur. Donc cet objet atypique nous a obligés à nous associer avec d'autres spécialités, un serrurier, un doreur, à nous adapter à sa problématique de conservation. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier M. Manas de sa confiance et de sa disponibilité pour préparer cette conférence, M. Monet qui a piloté ce projet, ses explications techniques et aussi pour ce mélangeur soudé par ses soins que j'utilise toujours, M. Deville pour nous avoir rendu les pièces bien dans l'ordre de conditionnement et enfin Michel Millet et Gilles Lepoutre pour leur patience alors que nous envahissions leur espace avec une grande capacité à la ventilation façon puzzle et pour leurs compliments sur notre mastic maison. Je remercie également mes consoeurs, Marie-Noël Laurent et Soria Sum, restauratrices de peinture, Anne-Marie Geffroy et Laura Caru, restauratrices du patrimoine métallique, pour leur aide, leurs conseils et leur bonne humeur. Merci Amélie. On voit effectivement que c'est un exemple de ces objets qui demandent à la fois la collaboration de différentes spécialités de restauration, mais aussi de différents métiers du patrimoine, avec effectivement à la fois des restaurateurs, des experts historiens de l'art, les responsables de collection et les métiers d'art qui travaillent ensemble à comprendre cet objet et à lui rendre son aspect. Moi, j'aurais une question par rapport à cette couleur et au côté brillant ou mat de la peinture, par rapport à ce qu'on connaît de ces objets, ou est-ce qu'on peut avoir des parallèles? Qu'est-ce qui fait que le rendu esthétique a été choisi mat plutôt que brillant par rapport à ce qu'on peut connaître peut-être de l'aspect de ces objets dans leur état originel? Alors, je ne suis pas certaine qu'on ait beaucoup d'autres coffres ressemblant à celui-là. Et en tout cas, moi, je n'ai pas effectué de recherche particulière de comparaison. J'ai agi un peu en, un peu de manière sensible et en discussion avec évidemment monsieur Manas, le chef du service. Et donc, quand on en a discuté, on lui a dit qu'on pensait que c'était préférable que la peinture soit mate et il en a convenu et je ne crois pas que ce soit allé beaucoup plus loin, sachant que quand on a travaillé, il n'avait pas encore consulté les experts qui lui ont daté le coffre. Il attendait d'ailleurs qu'on puisse éventuellement donner quelques indications, donc on a pu en donner sur la technique de la dorure au mercure. On espérait trouver des éléments de ciselure qui auraient pu éventuellement apporter des éléments de ce point de vue-là, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Et puis la question de la fonte au sable, et c'est avec tous ces éléments-là qu'il a ensuite pu avoir une conclusion sur ce coffre pour raconter toute l'histoire en fait sur les inventaires. Il était donné comme le coffre de Fouché. Voilà. Donc lui, M. Manas pensait que ça avait quand même très très peu de chances que ça ait été le coffre de Fouché, mais enfin c'est resté une légende dans la banque pendant de longues années. On l'appelle le coffre à secret, mais pendant très longtemps ça a été le coffre de Fouché. D'accord. Il y a une question qui est posée sur les stratigraphies, comment ont été réalisées les stratigraphies de la peinture sur ce coffre. Sondage dans la peinture, pardon. En fait, on utilise une lunette loupe et on gratte, c'est-à-dire qu'on élimine mécaniquement les couches de manière très soigneuse et en étant très concentré parce qu'il faut être certain de rester sur le même niveau de verre pour avoir une ouverture qui corresponde vraiment à la campagne de mise en peinture. Et ensuite, une fois qu'on en a dégagé suffisamment, on passe au niveau en dessous, donc on continue à gratter jusqu'à ce qu'on arrive au support. Et donc, ça fait une échelle, vraiment, sur les photos, ça ne se voit peut-être pas, mais il y a des toutes petites différences de niveau entre chaque carré. Et donc, visuellement, on voit que ces couches sont successives et donc on peut en tirer une chronologie et une histoire.
Une autre question, dans l'idée de remettre le coffre dans son état d'origine, pourquoi avoir remis les motifs grecs qui semblent ne pas avoir été originels? Alors, j'ai sciemment quand même beaucoup parlé de l'état le plus ancien. Parce que justement, l'état d'origine est une. On n'est jamais absolument certain de l'état d'origine. Et je ne pense pas que c'était une volonté de retourner véritablement à l'état d'origine, mais au moins à l'état d'entrée dans les collections. Et alors surtout, la question ne s'est même pas posée du démontage de la frise de grec parce que cette information est arrivée bien après. C'est-à-dire que c'est au moment de la consultation des experts pour étoffer le dossier historique du coffre que cette information, cette hypothèse a été proposée qui nous a paru assez plausible pour ces questions de différence d'aspect, mais le coffre était restauré, retourné dans son escalier depuis longtemps. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que la question ne s'est pas posée du démontage des Grecs. Une autre question plutôt sur la production. Y a-t-il des traces ou des éléments qui permettent d'identifier les différents artisans qui ont contribué à la fabrication du coffre? Ou est-ce que vous avez pu trouver des éléments qui permettaient peut-être de remonter à un atelier, à une région? Non, pas du tout. On a trouvé que les techniques de fixation, donc ces tiges filetées à la main, ces écrous, c'était très caractéristique de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire, on n'a pas de signe vraiment distinctif et le système de repérage non plus. C'est des pratiques assez communes, le fait d'appliquer des poinçons, des chiffres romains ou des petits symboles. Non. En revanche, si un jour quelqu'un se lance dans l'étude des systèmes de repérage, ceux-là, ils sont notés, ils sont documentés, ils sont pris en photo, pas de manière exhaustive évidemment, mais en tout cas, il y a une trace de ce que c'est. Ça pourra venir alimenter une étude, un corpus. C'est pas comme ce qu'on peut connaître, par exemple, pour la taille de pierre ou les travaux sur le bois, où on va retrouver des signes qui permettront d'identifier. Non, on n'en a pas vu, en tout cas. Ça reste un sujet d'étude, finalement, ouvert oui. sur ces objets. Une autre question sur le mastic. De quoi est-il composé et quelle est sa constitution? On a utilisé une résine qui s'appelle le Primal E330 silicium. Et donc, cette résine, elle se présente sous forme d'une émulsion dans l'eau qu'on peut rediluer à l'éthanol, ce qui permet de diminuer l'apport d'eau. Avez-vous pu baser votre étude sur d'autres cas? Je ne suis pas certaine que j'aurai un deuxième coffre comme ça dans ma vie. J'ai fait une très rapide recherche sur Internet, mais j'ai plus trouvé des choses sur les coffres en bois médiévaux. Voilà. Et puis, par ailleurs, ne pouvais pas consacrer un temps pas suffisant pour ce type de recherche qui, quelque part, ne sont... Non, c'est mon premier. Je crois que ça sera mon dernier. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver finalement de plus en plus dans des collections techniques dans les musées et qui vont devenir des objets peut-être plus récurrents dans des collections? Je pense que les serrures le sont, qu'il y a des musées de la serrure, mais voilà, un ensemble comme celui-là, les quelques recherches que j'ai faites, en tout cas, n'ont rien donné. Et puis, bon, j'ai fini par passer à autre chose pour me consacrer au traitement. Est-ce que tu peux nous décrire la technique de la redorure, ce que vous avez utilisé? Alors, la redorure, je dois avouer que le doreur n'a pas eu le temps je lui avais demandé s'il pouvait en quelques lignes m'expliquer ce qu'il a fait. Il n'a pas fait de dorure au mercure, il m'a expliqué, parce que c'est un coût très très important. C'est une dorure apparentée au mercure avec du nitrate de mercure, mais j'en sais pas plus en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi. Par ailleurs, je ne sais pas si de son côté il a rendu un rapport ou une fiche de restauration. Je ne sais pas ce qui lui avait été demandé. Enfin, donc non, je pourrais pas dire ce qu'il a fait exactement. Je sais que c'était une dorure par bain et que l'idée c'était de se rapprocher de l'aspect de la dorure au mercure. Et une question sur la dorure au mercure, est-ce que
Tu peux expliquer très rapidement le principe de cette technique? J'aurais peur de dire des bêtises, en fait. Parce que j'ai une idée assez vague de la façon dont c'est fait. C'est vrai que c'était l'intérêt de s'associer avec quelqu'un comme Anne-Marie Geffroy ou Laura Caru, qui, elles, travaillent dans le secteur des arts décoratifs et ont vraiment une connaissance. C'est pour ça que je tenais à cette équipe pluridisciplinaire, en me considérant finalement presque comme la moins compétente de toutes sur l'ensemble, mais plutôt comme le pilote et la question de la vision d'ensemble. C'est vrai que si elles étaient à côté de moi, je suis sûre qu'elles pourraient expliquer tout ça très bien, mais je vais dire des bêtises, ce serait dommage. En tout cas, dans les très grandes lignes, le principe est de créer un amalgame d'or et de mercure qui est fondu et qui est appliqué, et le mercure s'évaporant va permettre de déposer une couche d'or sur la surface. Mais on ne rentrera pas plus que ça dans le détail des températures et des proportions de cette technique. Voilà. Amélie, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu souhaites ajouter sur Je vois cette expérience? une question à propos de la mention du fabricant. Non, les seules mentions qu'on a trouvées, ce sont les mentions internes à la Banque de France. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a retrouvé des étiquettes, mais qui sont très nettement liées à la prise en charge par les services de la Banque de France. Mais pas de poinçon, pas de mention de fabricant. Est-ce qu'on peut imaginer que pour des objets de cette fonction, il y a en effet un secret industriel et une discrétion des entreprises et des artisans qui étaient liés à ces fabrications? C'est possible. En tout cas, on n'a pas pour ce que j'en sais moi, le sentiment. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il y ait un système de corporation comme il pouvait y avoir pour le bois, avec des tampons qui étaient en fait des labels d'origine contrôlée, ou bien de questions de comptage de choses réalisées, puisque les marques de tailleurs de pierre, c'est essentiellement pour pouvoir compter à la fin de la journée le nombre de blocs taillés par tel ouvrier ou tel autre. Et je ne crois pas qu'on ait l'équivalent pour le métal. En tout cas, je n'ai jamais croisé de choses à ce sujet. Et là, pour le coup, en plus, c'est vraiment la fabrication des coffres-forts, c'est quand même très, très particulier. Et la fabrication des serrures, évidemment, est liée à... Encore un autre métier. Encore un autre métier, et la question de la discrétion, effectivement, sur les techniques qui sont employées. Alors, plus largement sur les activités, quelles sont les œuvres sur lesquelles vous travaillez le plus en conservation, restauration de sculptures, œuvres ou période chronologique? Alors, on a très peu de spécialisation en période chronologique. C'est plus une spécialisation en matériaux. Et quand on est en sculpture, le matériau roi, c'est quand même la pierre. C'est là où il y a le plus de travail. On en trouve aussi bien dans les musées que dans les monuments historiques. C'est un matériau qui se conserve relativement bien. Voilà. Et puis le plâtre aussi, qu'on trouve là pour le coup plutôt dans les collections muséales. Ensuite, un peu de bois polychromé. Voilà. Et pour donner par exemple une idée des choses que je fais là en ce moment, je suis en train de terminer la restauration d'une chaire à prêcher qui est conservée dans une église en Moselle, donc qui avait été repeinte dans les années 80 sur instruction du curé dans une interprétation un petit peu premier degré de Vatican II. Donc elle était peinte et dorée, et elle avait été repeinte en faux bois donc marron. Donc on a procédé à un dégagement de cette peinture. Et le deuxième gros chantier que j'ai actuellement, c'est donc la dernière tranche de la clôture de chœur de la cathédrale de Chartres. Qui sont des sculptures en pierre dans un ensemble qu'on peut considérer comme architecturé, en pierre calcaire, et qui date du début du XVIe siècle jusqu'au XVIIe. C'est là qu'on voit la diversité des objets et des œuvres qui sont abordées par un restaurateur en sculpture. Apparemment, beaucoup d'art religieux. Est-ce que c'est un hasard ou une... Alors, dans le contexte des monuments historiques, c'est quand même très très souvent de l'art religieux, puisque c'est ce qui est conservé dans les églises, dans les cathédrales. Et dès qu'on est sur des œuvres anciennes, donc du Moyen Âge jusqu'au 19e, on a quand même très très souvent
des sculptures religieuses, oui. Je pense que ça va être le moment de clore cette première conférence de ce cycle Un restaurateur, une œuvre, en espérant que vous avez découvert à la fois cet objet, ce métier et les différentes questions qui se posent quand on se retrouve en face de la question de restaurer un objet d'œuvre du patrimoine. Je vous remercie tous et merci Amélie Métivier pour cette conférence et cette intervention aujourd'hui.